Je m'appelle Freddy, ça fait maintenant plus de 40 ans que je code quasiment quotidiennement, des cartes perforées jusqu'au JavaScript. J'étais un peu dans toutes les sauces. Alors on va parler beaucoup de machines, mais étant donné que c'est les Human Talks, je ne vais pas séparer l'œuvre de l'artiste, et donc je vais parler un tout petit peu sur mon premier slide d'Alan Turing. Donc il était mathématicien, logicien. Si vous avez vu Imitation Game, qui a vu Imitation Game? Tout le monde l'a vu, bah voilà, c'est bien, c'est bien. Donc vous savez qu'il était code breaker, il a cassé plusieurs types de code que pendant la guerre les Allemands utilisaient. Donc il était héros national à ce moment-là en Angleterre. Il était sportif. À 13 ans, il y a eu une grève des trains en Angleterre et il habitait à peu près 60 km. Son école était à 60 km de là où il habitait. Bah, il est allé à vélo tous les jours, 2 fois 60 km, comme ça, pendant la semaine. Il était gay. Après la guerre, donc, ça a été découvert en 1952 et du coup le gouvernement anglais a décidé de le castrer chimiquement. Il s'est suicidé 2 ans après. En 2009, Gordon Brown, le Premier ministre anglais, il a présenté des excuses d'État en disant que c'était un acte épouvantable, ce que l'Angleterre avait fait. Et puis, il n'y a pas si longtemps, en 2021, il y a eu un billet de 50 livres qui a été marqué par sa photo, enfin son image. Donc il était fan de Walt Disney, il aimait beaucoup les machines et comment les machines fonctionnent. Donc la Blanche-Neige, le dessin animé de Blanche-Neige, ça l'avait fasciné, de comment voir ces images les uns après les autres juste avec une machine, ça permet de créer une histoire et tout ça. D'ailleurs, il s'est suicidé avec une pomme dans la main, vous ne le voyez pas, mais sur son statut à Manchester, il a une pomme et qu'il avait donc empoisonné la pomme au cyanure. Voilà, on est bien loin de cette époque. J'ai demandé à Bing de me dire c'est quoi le médaille Turing. Bah, je vous le laisse lire, hein, vous connaissez. Enfin, moi, je ne savais pas que les prix étaient attribués par Intel et Google, mais voilà. Donc aujourd'hui, on peut poser une question comme ça à une machine et il répond. Donc tout a commencé, disons l'œuvre de Turing a commencé à un congrès mathématique de Bologne en 1928. David Hilbert, qui était le grand mathématicien de l'époque, il a posé 3 questions à ce congrès pour les mathématiciens de s'y intéresser et d'y répondre. Est-ce que les mathématiques sont complets, c'est-à-dire tout ce qui est vrai est-il démontrable? Est-ce que les mathématiques sont cohérentes, c'est-à-dire est-ce que ça se pourrait qu'on puisse démontrer quelque chose de faux ou pas? Si on y arrive, bah c'est cassé. Est-ce que les mathématiques sont décidables, c'est-à-dire étant donné une preuve, a-t-on un moyen de le suivre pas à pas? Sauf qu'à l'époque, pas à pas n'était pas nous, on est informaticiens, on est tout dedans, on comprend ce que ça veut dire. Mais à l'époque, on ne savait pas c'est quoi une procédure mécanique pour vérifier si c'est vrai ou pas. Et donc, ça se trouve que les trois questions ont été répondues négativement. Donc, les 2 premiers par Kurt Gödel en 1931, en disant que les mathématiques sont ni complets ni cohérents. Et la décidabilité par le trio Turing, Church et Milpost en 1936. Les 3 se sont pas mal inspirés des travaux de Gödel. Il faut dire que ce que Turing a fait, c'est en gros la façon dont on code impérativement dans les langages de nos jours, en C#, en JavaScript, en Java, voilà. C'est toute la lignée des programmations impératives est issue à peu près de ce qu'il a fait. Alors qu'Alonzo Church, il a utilisé toute une autre mécanique pour dire non à la question. Et si on devrait trouver l'analogie entre la programmation aujourd'hui, les langages fonctionnels seraient plutôt plus déclaratifs qu'impératifs, seraient dans le cadre des travaux de Church. Mais en tout cas, tous les 3 ont eu des façons totalement différentes de dire non à cette question. Et depuis, on en a trouvé plein d'autres façons, et à chaque fois, le résultat était négatif.
Du coup, il y a quelque chose qui s'appelle le test de Church-Turing, qui est une proposition, on ne peut pas le montrer, mais qui dit que la notion de calculabilité, la notion de décidabilité est entièrement captée par les machines de Turing. Il n'y a rien d'autre à tirer. Il ne manque rien, il n'y a rien en trop. Alors, Turing a écrit un article en 1936 de 35 pages. Ça, c'est la première page. Le titre, c'est Uncomputable Numbers with Application de Entscheidungsproblem. Problem. Le Entscheidungsproblem, c'était le problème de décision. Et en gros, dans sa tête, pour définir ce qu'une machine pourrait faire, il fallait imiter les humains. Et il se dit, comment un humain calcule les chiffres après les décimales du pi? Il dit qu'il prend un papier, il prend un crayon, et puis il a un état mental, et il passe d'un état mental à un autre, et il écrit des choses sur le papier. Donc c'était son inspiration. Mais dans cet article de 35 pages, donc il définit ce qu'est une machine de Turing, il définit ce qu'est une machine de Turing universelle, il prouve qu'il y a des choses, il montre que cette machine de Turing universelle ne peut pas faire certaines choses, et si on prenait comme définition de automatisme comme étant ce qu'une machine de Turing sait faire, donc la réponse à la question de décidabilité serait faux, puisque cette machine-là ne sait pas faire certaines choses, et on peut le prouver. Avant de rentrer dans les détails d'une machine de Turing, je vais vous parler juste un peu d'automates. Vous avez souvent entendu parler d'automates. Il y en a plusieurs formes. En informatique, c'est très, très répandu. Les automates sont l'aspect théorique de ce qu'on appelle les expressions régulières. Là, je vous ai écrit une expression régulière. Alan \s, ça veut dire que n'importe quel caractère blanc. Plus, ça veut dire répéter un certain nombre de fois. Ce nombre doit être supérieur à 1. Suivi de un M, un blanc, éventuellement. Il peut ne pas y avoir ni de M et de blanc, et puis suivi de Turing. Donc on commence, on est dans un état, on lit Alan, on l'accepte, puis on voit un blanc, éventuellement on boucle, on reste dans cet état de blanc, puis on arrive de deux choses l'une, soit il y aura un M et un espace blanc et suivi de Turing, soit on ira directement à Turing et on s'arrêtera. Du coup, cette expression régulière, très simple, il sait détecter Alan Turing avec ou sans M en plein milieu. Maintenant, les expressions régulières ne savent pas détecter un certain nombre de choses. Par exemple, si on donne un bon parenthésage, donc vous avez des parenthèses, on peut les mettre correctement, les ouvrantes fermantes, mais on peut le faire complètement dans le désordre, commencer par une fermante, finir par une ouvrante. Donc, est-ce qu'il y a un automate qui serait capable de détecter un bon parenthésage? Est-ce qu'il y a une expression régulière qui serait capable de détecter un bon parenthésage? La réponse est non. Mais vous savez qu'avec un ordinateur, vous saurez écrire un programme qui le ferait facilement. Et c'est ce que, donc, l'étape d'après, les machines de Turing, qui sont un peu plus sophistiquées, essentiellement, ils ont de la mémoire. Les automates n'ont pas de mémoire. Ils passent d'état en état, mais c'est tout. Alors que la machine de Turing, il a un ruban qui représente sa mémoire, et il peut écrire des choses, il peut lire des choses dessus. Du coup, on parle toujours d'un alphabet, donc c'est les lettres que la machine de Turing peut écrire sur son ruban. Souvent, on prend 0, 1 et B pour vide. Ici, c'est marqué la lettre B. Et le ruban est infini des deux côtés. Quand un calcul commence, toutes les cases sont blancs, sauf un nombre fini d'entre eux. On peut prendre comme convention que la tête de lecture, ici, le bleu, il se trouve sur la première case non blanche. Mais c'est une convention, on peut l'abandonner parce que même s'il était ailleurs, quelque part perdu en plein milieu de Google Maps sans savoir où est-ce qu'il est, on pourrait imaginer un programme qui trouve le premier caractère. Alors évidemment, ce programme, il ne peut pas décider d'aller à gauche, parce que si le premier caractère non blanc se trouve à droite, il va aller jusqu'à l'infini et il ne va jamais le trouver. Il ne peut pas aller à droite complètement, parce que si jamais ça se trouve à droite. Donc il doit zigzaguer.
il commence à zigzaguer, il fait des zigzags de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il trouve le premier qui est non blanc. Il retourne au premier et il commence son calcul. Donc même s'il n'était pas positionné ici, il aurait pu se positionner. Il a aussi un ensemble fini d'états. C'est ce que Turing pensait que ce sont les états d'esprit que l'humain a quand il fait ses calculs. Et il sait faire exécuter des instructions qui s'écrivent sous forme de quadruples. À chaque étape, il lit, il écrit, il se déplace, il change éventuellement d'état. Il peut écrire la même chose qu'il a lu, ou il peut écrire autre chose. Il peut se déplacer à gauche ou à droite, et il peut changer d'état. Il peut rester dans le même état où il est, ou il peut changer d'état. Voilà un exemple. On a une machine à trois états. L'état Q0, l'état de démarrage, l'état Q1 et l'état Q2, l'état d'arrêt. Donc quand il arrive sur Q2, il a fini son calcul, il s'arrête. Dans l'état de démarrage, on est en train de dire que s'il lit 1, il écrit 1, il se déplace à droite et il reste dans l'état Q0. S'il lit 0, il écrit 0, il va à droite et il reste dans l'état Q0. Par contre, s'il voit une case vide, il le laisse vide, il va à gauche et il rentre dans l'état Q1. Maintenant, dans l'état Q1, il y a tout un tas d'autres choses. S'il lit 1, il va le remplacer par un 0, il va aller à gauche et il va rester dans l'état Q1, et ainsi de suite. Donc si on exécute ce programme-là, sur cette entrée-là, donc on va voir, il est sur 1, il va laisser 1, il va aller à droite, il va voir le 0, il va laisser 0, il va encore aller à droite, il va voir le 1, il va encore aller à droite, il va voir le 1, il va encore aller à droite, c'est un blanc. Là, il va aller à gauche, donc il se met sur le 1, mais il change d'état. Il est rentré ici. Là, s'il voit un 1, il le remplace par 0. Donc ce 1, il va le remplacer par un 0. Il va aller à gauche. Il est encore un 1, donc il va le remplacer aussi par 0. Il va aller à gauche. Il va voir un 0. Il va le remplacer par un 1. Et il va aller à gauche. Je me suis trompé? Non, il passe en Q2, il passe en Q2, il passe en Q2, il s'arrête. Donc il remplace le 0 par 1 et il s'arrête. Voilà. Donc tout ce qui est faisable, c'est faisable comme ça. Il n'y a pas un truc qu'un mathématicien pourrait calculer qui ne se calculerait pas comme ça. Les sinus, les cosinus, les tangentes, pi, l'arctangente de 1 sur racine de 2, tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, le plus petit nombre premier qui est plus grand que, je ne sais pas, l'âge de l'univers. Dès que vous arrivez à exprimer un problème, il y a une machine à Turing qui saura le résoudre. Donc, ce qu'on a vu sur le slide précédent, en fait, c'est la fonction qui calcule n plus 1 si on lui donne n. Si on considère l'écriture binaire d'un nombre, et on fait tourner cette machine, n'importe quel nombre que vous le mettez sur le ruban au départ, à l'arrêt, il aura 1 de plus. Maintenant, Turing, dans son papier, il montre qu'on peut pas simplement ajouter 1, mais on peut ajouter n'importe quoi d'autre. Donc on écrit deux nombres sur le ruban, séparés par un blanc, et il doit, au moment où il s'arrête, avoir mis la somme des deux. Puis il développe un truc qui fait multiplier le produit des deux. Et donc, petit à petit, on arrive à construire par addition, récursion, tout ce qu'on veut. Alors, je rentre dans dire un mot sur la récursion. Grosso modo, tout ce que les machines de Turing savent calculer sont les fonctions récursives. Rien d'autre. Parce que tout est tôt ou tard récursif. Alors, il y a deux sortes de récursivité. Il y a les récursivités genre factoriel n ou les nombres de Fibonacci. C'est des récursivités qui peuvent se réduire facilement à une boucle. Donc, si votre langage de programmation possède une boucle Forge, vous pouvez le programmer sans. Mais il y a des choses récursives. Donc, le premier exemple, c'était la fonction d'Ackermann. Il est défini comme ça. Vous pouvez vous convaincre que cette fonction est calculable, que vous pouvez écrire un programme qui va le calculer. Vous prenez n'importe quel langage et vous y arriverez. Sauf que Ackermann de 4 et de 3, c'est ça.
C'est-à-dire, il y a forcément aucune machine, aucun processeur, aucun truc qui a pu le faire parce que là, récemment, le prix Nobel a été attribué entre autres à 2 Français qui ont mis un laser à 1 attoseconde en place. Il y a plus de attosecondes dans une seconde qu'il y a de secondes depuis le début du Big Bang. Mais c'est un nombre ridiculeusement petit devant ça. Ce truc-là, il est inimaginable, mais quand même calculable. Et puis Turing se lance à dire que voilà, on a plein de machines. Une pour additionner, une pour multiplier, une pour chercher les nombres premiers, une pour calculer la racine de 2. L'idée, et c'est ce qu'il a écrit dans son article, qu'on peut penser à sur le ruban, écrire quelque part un nombre. Si les machines de Turing, on les numérote, on dit que celui qui fait l'addition, c'est le numéro 17. Celui qui calcule la racine de 2, c'est le numéro 128. Chaque machine de Turing, il aura un numéro. Et donc, il dit qu'on va marquer le numéro de machine de Turing sur la bande, plus l'entrée qu'il doit recevoir. Et cette machine de Turing universelle va imiter, le imitation game, c'était un mot important dans son vocabulaire, va imiter ce que la machine de Turing numéro n fait pour avec cette entrée-là. Et il a écrit sa machine de Turing dans l'article, il avait 28 états et il fonctionnait avec un alphabet de 15 symboles. Donc cette machine-là, je vous montre le problème d'arrêt. Voilà, ça c'est le problème qui n'est pas résolvable par une machine de Turing. Parce que la machine universelle, il a un numéro. Sur pourquoi ce problème est résolvable. Voilà. On aura 10 minutes pour parler uniquement de ça. Ah oui, Enoch. Très bien. Voilà, on a un problème d'arrêt, donc je m'arrête là. Voilà. J'allais vous parler aussi du problème du castor inféré, mais je le laisse. Voilà. Donc, le mot computer existait à l'époque de Turing, sauf qu'évidemment, ce n'était pas nos ordinateurs là. C'était un métier, le computer. Dans les journaux, à côté du plombier et du chauffeur, on cherchait des computers. You must be able to follow directions, do arithmetic, be precise. Et si vous avez vu le film Les figures de l'ombre, où c'est des femmes qui sont des computers, qui ont travaillé sur le projet Apollo, ils ont fait tous les calculs de l'envoi du fusée, voilà, mais c'était des humains qui calculaient et ils étaient recrutés par des annonces. Voilà. Ça c'est juste parce que j'aime pas l'école et c'est ce que le prof de maths de Turing avait écrit quand il était à l'école. Donc, ça c'est ce qui est marqué sur la plaque juste en bas du statut qu'on a vu. Si ça arrive sur tes photos de vacances, on t'arrête pour demain. Voilà. Et c'était aussi un coureur de marathon. Le Bletchley Park, là où il a fait ses travaux de code breaker, est à peu près à 80 km de Londres. Et parfois, pour amener un papier administratif à Londres, il courait. Voilà.